Bonjour à tous, bonjour à toutes. Olivier Bokor et ses co-accusés, notamment l'ancien ministre Oswald Omeki, sont attendus à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme le 21 janvier prochain, donc mardi. Mais avant, ils sont respectivement représentés sur ce plateau, Olivier Bokor par l'avocat maître Ayodele Aounou, membre du collège des avocats représentants, Monsieur Olivier Bokor, et Oswald Omeki par maître Carlos Agosso. Bonjour et bienvenue. Alors, maître Carlos Agosso, ces derniers jours, il y a eu comme une requalification des chefs d'accusation, complot contre, désormais, complot contre l'autorité de l'État, contre vos clients. Qu'est-ce que cela induit et qu'est-ce qui justifie cette, je veux dire, requalification ou cette évolution des charges? Merci, madame. C'est une pratique judiciaire. Okay. Le juge d'instruction, lorsqu'il est saisi de faits, n'est pas tenu de tous les retenir à la charge des mises en cause à la fin de l'instruction. Alors, dans le cas actuel, ils ont retenu également l'infraction de corruption d'agent public. Okay. Mais par contre, ils n'ont pas retenu l'infraction de blanchiment de capitaux. Ils ont plutôt substitué à cette infraction l'infraction de fausse attestation. Mais pourquoi ils n'ont plus retenu l'infraction blanchiment de capitaux? Sans doute parce qu'ils n'ont pas d'éléments dans le dossier qui leur permet d'aboutir au bout du compte à cette infraction. Ils n'ont pas estimé que les faits qu'on reproche aux inculpés peuvent, au bout du compte, être traités comme blanchiment de capitaux. Il n'y a pas de blanchiment de capitaux dans ce dossier. C'est ce qu'il faut retenir. Alors, d'abord, l'opinion publique sera intéressée de savoir ce qu'est la procédure de l'instruction qui a été mise en œuvre jusque-là. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Oui, Madame Roya, je vous remercie. Parce que nous sommes déjà à la fin de l'instruction. Ah, oui, tout à fait. Oui. Oui, c'est que le mot instruction est venu plusieurs fois depuis le 1er octobre 2024 que cette affaire a pris une nouvelle tournure. Alors, l'instruction, ce qu'il faut retenir en termes prosaïques, c'est une phase, d'abord, que la loi rend obligatoire lorsqu'il s'agit de crimes, en fait, lorsqu'il s'agit de faits qualifiés de crimes. Et donc, elle vise à ce que je pourrais appeler une forme d'enquête. C'est-à-dire, le juge d'instruction, lui, son rôle, c'est de rechercher les éléments à charge et les éléments à décharge. C'est-à-dire, c'est un juge totalement ou davantage neutre, parce que le magistrat doit rester neutre, et qui, au regard des éléments que le procureur lui a apportés dès le début de l'instruction, faire sa propre enquête, si vous voulez. Sa propre enquête, recherche les éléments, fouille et recueille tout. C'est-à-dire que ce n'est pas un juge qui cherche des éléments à charge ou des éléments ou qui approfondit les éléments que le parquet ou le procureur a retenu, non? Lui, il fait dans les deux sens, c'est-à-dire il met deux balances. Une balance que je pourrais appeler balance négative, une balance positive. Et il projette son projecteur sur l'environnement du dossier et au-delà du dossier et il recueille les éléments. Alors, s'il prend un élément, il voit sa nature, il voit que cet élément, c'est un élément à décharge, c'est-à-dire un élément qui disculpe les personnes poursuivies, il met ça dans une balance. S'il prend un autre élément, il voit que ça là, ça ressemble à quelque chose qui vous inculpe, il met ça dans la seconde balance. Et à la fin, il fait le point et il présente le dossier avec ces deux types d'éléments. S'il y a lieu, s'il estime que les éléments qui sont négatifs, c'est-à-dire qui sont à charge, sont plus importants que les éléments à décharge, il rend un arrêt de mise en accusation. Okay. Mais s'il estime, et vous l'aviez déjà vu dans l'histoire judiciaire de notre pays ici, que les éléments qui sont positifs et qui sont au profit des personnes mises en cause sont plus importants, il rend ou il rendrait une décision de non-lieu. Okay. Voyez-vous.
Donc voilà ce que je peux vous dire en ce qui concerne le rôle objectif, le rôle légal et objectif d'un juge d'instruction. Alors, à la fin de l'instruction aujourd'hui, quelle a été la décision rendue? Non, madame, c'est un arrêt, ils ont rendu le 26 décembre. Oui. Le 26 décembre 2024. Oui. Un arrêt de mise en accusation. Oui. C'est-à-dire une décision d'après les magistrats instructeurs qui renvoie les personnes devant la juridiction de jugement. Mais il y a eu des recours? Tout à fait. Ok. Et donc, je ne sais pas si vous voulez parler des recours ou vous voulez parler de la décision seule. Oui. Après la décision, il y a eu des recours, non? Oui, madame. Oui. Vous savez, dans ce dossier, il n'y a pas eu que des recours, mais il y a eu plusieurs incidents. Où l'abouti des recours ne modifie plus? C'est-à-dire que le 26 décembre 2024, la commission de l'instruction, parce qu'à la criette, pour l'instruction, il y a un double degré de juridiction. C'est-à-dire qu'il y a la commission de l'instruction qui sont les premiers magistrats instructeurs et il y a la session de l'instruction. Donc, lorsque la commission de l'instruction rend une décision et vous n'êtes pas d'accord, vous en relevez appel devant la session de l'instruction. Okay. Et donc, tout naturellement, le 26 décembre, lorsque la commission de l'instruction a décidé de renvoyer les personnes poursuivies devant la juridiction de jugement, une décision que nous avons estimée contraire à la loi, nous en avons relevé appel. Et la décision sur l'appel a été rendue le 2 janvier 2025. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Maître Carlos, est-ce que vous voulez compléter ce que... Donc, pour éclaircir le sujet par rapport à la disqualification, c'est après avoir fait ce travail que finalement les juges instructeurs ont estimé que dans le dossier, il n'y avait rien qui pouvait induire à poursuivre les mises en cause, en fait, les inculpés dans ce cas-là, pour les faits de blanchiment de capitaux. Et ils ont donc sorti cette infraction du lot des infractions pour lesquelles ils sont renvoyés devant une juridiction de jugement. Alors, est-ce qu'on pourrait, je ne sais pas si Maître Ayodele, bon, il a brièvement abordé les recours que vous avez eu à initier. Ah, oui. Il essayait tout à l'heure de vous expliquer. Oui. Il y a eu plusieurs incidents. Alors, s'agissant des recours contre l'arrêt de mise en accusation, ce sont ceux-là qu'il a indiqués. Okay. Il y a d'abord eu un appel contre l'arrêt. Et cet arrêt a été confirmé par la section de l'instruction de la Chambre des appels de la Criette. Et un pouvoir a été formé contre cet arrêt qui a été examiné par la Cour suprême. Et la Cour suprême également a validé cet arrêt en estimant qu'il n'y avait pas lieu à recourir contre, c'est-à-dire à rejeter les pouvoirs en cassation qui ont été formés. Voilà par rapport à l'arrêt de mise en accusation. Okay. Voilà. Il y a eu une demande en nullité. Oui, les demandes en nullité, c'est par rapport aux actes au cours de l'enquête préparatoire, en fait, enquête de police, et les actes posés par les juges d'instruction, certains actes posés par les juges d'instruction, les membres de la commission de l'instruction, qui ont permis d'aboutir à l'arrêt de mise en accusation. C'est-à-dire que l'instruction est ponctuée par des actes, notamment les PV d'audition de témoins, les PV d'interrogatoire, les PV de confrontation, etc. Donc, plusieurs PV. Et la loi prescrit ou impose à ces magistrats d'observer des procédures pour que ces PV soient établis. Et lorsque, en cours d'instruction, vous estimez que l'obligation qui est faite au juge pour garantir le droit des inculpés, les juges n'ont pas observé ces obligations, la loi vous donne le droit de déférer ces PV, ces actes-là, qui sont posés
pour finalement aboutir à l'arrêt de mise en accusation, de les déférer devant la commission de la section de l'instruction de la Chambre des appels. C'est cela les incidents sur les nullités. Ok. D'accord? Oui. Je donne un exemple. On interroge mon client, mais on ne me permet pas de consulter le dossier à temps avant de l'interroger. Alors que la loi dit qu'on doit me donner un délai pour y procéder. Alors, si j'estime que cette décision qui a été prise d'auditionner mon client, alors que je n'ai pas eu suffisamment de temps, comme la loi l'a dit, pour consulter le dossier, viole les droits de mon client, je saisis la juridiction supérieure pour qu'elle annule ce PV-là. Alors, si ce PV est annulé, c'est qu'on revient devant elle et on reprend l'acte dans les conditions prévues par la loi. Donc, c'est ça les incidents en nullité dont vous parlez. Maître Ayodele, lorsqu'on sait le contexte dans lequel on est et la nature du procès auquel on aura droit, est-ce qu'il y avait des chances de succès de ces recours-là? Alors, Madame la journaliste, je vous remercie. Vous savez qu'à un moment donné, les avocats, nous avions appris à travers les médias que les avocats ne voulaient pas de procès. Et que, je me rappelle... Lesquels avocats, vous ou... Oui, les avocats, en fait, de façon non distinguée, ils estimaient que, de façon générale, que en fait, l'interprétation de certaines personnes, en fait, de certains journalistes ou de certains activistes, ce que nous avons pu lire, ils estimaient que parce que les avocats faisaient des recours, parce qu'ils faisaient des incidents, c'est qu'ils ne voulaient pas de procès. Vous savez, il y a un adage qui dit chez nous que lorsque, je vais le dire en gon et vous le traduire, ça dit, il y a un bon gambalino. Et là, quand il y a tout le point. Vous savez, beaucoup parlent que Dieu nous épargne les procédures pénales. Je ne le souhaite pour personne. Mais lorsque vous serez en situation, vous comprendrez ce que c'est que l'avocat et quelle est sa mission dans une république. Alors, ce que je voudrais vous dire par rapport à la question que vous avez posée sur les chances de succès. Vous savez, dans ce dossier, il n'y a aucun incident de procédure pénale imaginable, légalement imaginable, et même au-delà, qui n'ait pas été soulevé. Pourquoi? D'abord, vous savez, très tôt dans ce dossier, comme on vous l'a dit tout à l'heure, les premiers magistrats qui avaient en charge l'instruction, ainsi que nous l'avions défini ensemble tout à l'heure, c'était les magistrats de la commission de l'instruction. Alors, vous savez, au-delà même du fait que la loi exige que pour les affaires criminelles de façon automatique, il faut passer par le filtre, si vous voulez, préalable de l'instruction. L'instruction a également son sens lorsque vous êtes face à des affaires complexes. Et donc, le magistrat instructeur qui a vocation à montrer d'abord, avant que les personnes poursuivies ne se retrouvent devant un juge de jugement, le cas échéant, lui, sa vocation, c'est de savoir, mais qu'est-ce qui s'est réellement passé dans ce dossier? Et donc, nous avons très tôt compris que non, les magistrats étaient pressés, et j'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois, ils étaient dans une célérité que rien n'explique. Vous savez, le droit pénal, lorsqu'il estime que certaines choses doivent être faites de façon raisonnable, dans un certain délai, le législateur a prévu ces délais-là. Et lorsqu'il estime que non, on ne peut pas prévoir de délai parce que tout serait question de la contexture de chaque cas d'espèce, il n'en prévoit pas. Et il laisse l'appréciation au juge. Mais très tôt, nous avons compris que ce qui devait être, en fait, l'impression qu'on devait avoir d'être devant une juridiction impartiale, mue par la recherche ou la quête de la vérité, on avait compris que c'était tout autre chose. Alors, lorsque les magistrats nous ont communiqué le dossier, vous savez, la loi prévoit que lorsqu'ils estiment avoir fini l'instruction, il va falloir qu'ils communiquent le dossier aux avocats et les avocats ont le droit de demander des mesures d'instruction complémentaires. C'est-à-dire les avocats qui ont suivi l'instruction avec les magistrats, qui sont tout autant que les magistrats des experts de la procédure, lorsqu'ils estiment que,
on ne peut pas aller au jugement sans avoir cet élément-là, puisque cet élément nous permettrait de comprendre davantage ce qui s'est passé. La loi leur permet de demander. Et la loi oblige le magistrat à rendre une décision pour trancher la demande. Et donc, très tôt, il y a eu dans ce dossier des demandes d'instruction complémentaires que les avocats ont soumis au juge d'instruction. Mais c'est extraordinaire, hein? Vous allez voir que... Qui n'ont pas connu de suite, c'est ça? Aucune suite. Et quand je dis suite, c'est sous 2 rapports. D'abord, rejet. Il y en a qui ont été... En fait, tout a été rejeté. Pour ceux sur lesquels, en fait, parlons de demandes sur lesquelles les magistrats ont statué, ils ont tout rejeté. Mais ils ont rejeté des demandes au point où vous allez vous demander, mais je vous donne un exemple. Il y a un monsieur dont vous aurez l'occasion d'entendre son nom le mardi. Ils sont des co-accusés? Non. Ok. Son nom a été cité plusieurs fois dans le dossier. Plusieurs fois dans le dossier. Mais ce monsieur, comment vous pouvez imaginer que nous sommes en train de parler de complot. Et qui dit complot, peut-être on aura l'occasion de revenir là-dessus, dit résolution entre plusieurs personnes. Résolution, ça dit il n'y a pas de complot avec soi-même. Vous déployez le complot avec d'autres individus. Bien sûr. Et donc vous ne pouvez pas comprendre que des personnes dont les noms ont été cités à plusieurs reprises dans le dossier ne puissent pas être au moins entendus pour dire, mais vous là, on a dit que vous aviez fait ceci, vous aviez fait cela. Les aviez-vous fait réellement? Mais je vous dis, ça dit, tout juge d'instruction, en fait le juge d'instruction, ça dit quand il voit ça, il ne réfléchit même pas. Parce que lui, son rôle, ce n'est pas de prendre parti, de dire, ah, puisqu'il ne connaît pas la personne. Donc son rôle, c'est d'appeler toutes les personnes qui pouvaient contribuer à la manifestation de la vérité, de venir de les entendre. Mais comment vous pouvez imaginer que face à des situations comme ça, la défense a dit, ah, vous voulez condamner les gens. Vous dites que les gens ont fait ceci, ont fait cela. Voilà qu'il y a des personnes qui sont là et qu'on dit avoir été en rapport avec des gens et qui auraient manipulé de l'argent. Puisqu'il s'agit d'argent, tout tourne autour de l'argent et peut-être nous aurons l'occasion de revenir là-dessus. Mais comment vous pouvez comprendre que s'il était vrai que nous étions dans une procédure normale où il faut aller chercher, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je l'ai dit, et Madame Rouillon, je vous en prie, il ne faut pas que les gens comprennent que vous pouvez être poursuivi et ne pas être coupable. Ce n'est pas parce que, bon, on a dit vous aviez fait, on vous a interpellé, on vous a envoyé dans une maison d'arrêt que vous êtes coupable. Non. Et c'est d'ailleurs pourquoi la présomption d'innocence, il est capital et elle est même une prérogative ou un droit constitutionnel. Oui, allez-y. Et donc, quand on a fait ces demandes, et ça c'est ce qu'on pourrait appeler les premiers incidents, le juge a rejeté tout. On était tous surpris, on dit, mais comment? Alors, la loi vous permet, lorsque le juge rejette, de relever appel. Parce que vous aviez parlé tout à l'heure des chances de succès. Oui. Et donc, par rapport à cet élément-là, c'est vous dire qu'il n'y a rien qui a été fait de façon fantaisiste. Peut-être qu'on aura l'occasion de rentrer dans quelques... Est-ce que, Maître Ayodele, ce que vous induisez, ce que vous ne dites pas, c'est que vous pensez que cette affaire n'est pas strictement judiciaire, mais qu'elle est très influencée par le contexte politique? Bon, vous savez, ça c'est une interprétation au-delà du dossier. Vous voyez, c'est une interprétation au-delà du dossier. Je pose ma question à la base, sur la base des éléments que vous avez oui, ce que je vous explique, c'est que quoi? Ça dit que comment on dit, la défense s'interroge. Vous voyez, ce n'est pas la première fois qu'on se rend compte que, mais qu'est-ce qui ne va pas? La défense s'interroge. Et la réponse à ces interrogations, ben, l'opinion pourra donner. Parce qu'on se dit, mais écoutez, on va à un procès où les gens encourent jusqu'à 20 ans d'emprisonnement. Ben, on se précipite. Et c'est des êtres humains. C'est des béninois. De la perpétuité. Oui, dans certaines circonstances. Mais tel que c'est retenu, ben, tout est possible. Dans tous les cas, il y a au moins, en fait, il y a cette lourdeur dans la peine. Mais des êtres humains, des gens qui ont des familles, vous dites qu'ils ont fait. La loi prévoit que pour les juger, vous savez, même notre tradition connaît la procédure. Lorsque vous envoyez le coq devant le vaudou, avant de le sacrifier, il faut l'abreuver.
Et donc, vous pouvez pas, on peut pas, non. Et ce que nous disons, et c'est très important, personne ne sait à qui le tout demain. Et la procédure, elle est sacrée. Si la justice est un train, laissez-moi vous dire, c'est rail, c'est la procédure. Alors, Maître Agosso, je ne sais pas si j'ai le droit de poser la question, mais toujours sur la base des éléments fournis tout à l'heure par Maître Ayodele, j'ai quand même envie de vous poser la question. Finalement, quels sont les principaux éléments sur lesquels repose cette accusation et puisque le procès est prévu pour le 21 janvier prochain, est-ce que vous avez des éléments de preuve en votre possession qui disculpent à minima ou qui peut-être viennent consolider les accusations portées contre vos clients? Oui. En principe, oui. Une personne qui est mise en cause produit des preuves pour se disculper si elle en a. Oui. La règle même, c'est que c'est à l'accusation d'apporter les éléments qui permettent d'établir la commission de l'infraction. Okay. Donc nous, et c'est pour ça qu'on nous appelle la défense, nous sommes en défense. Alors, donc, les éléments, ce sont ceux qu'ils ont apportés. Et pour rebondir sur ce que mon confrère a dit, ce que nous avions à faire, c'est de dire, si vous cherchez par tel ou tel endroit, vous pouvez trouver des éléments qui vous permettront de conclure que nous n'y sommes pour rien. Alors, lorsque quelqu'un est mis en cause, est inculpé comme c'est le cas ici, qui vous propose des pistes, il a beaucoup à perdre. Vous avez parlé de perpétuité de 20 ans. Même si c'est 5 ans, c'est quand même une perte. Il vous propose des pistes de recherche. Qu'est-ce que vous, juge d'instruction, vous avez à perdre à suivre ces pistes? Tout au plus, on dira que lui-même qui vous les a proposées va être maintenu un peu plus longtemps en détention provisoire, n'est-ce pas? Parce que le temps de procéder à ces investigations, il sera détenu. Donc, si quelqu'un avait même à perdre à proposer ces mesures d'instruction, c'est encore nous, normalement. Le juge d'instruction n'avait pas à être plus royaliste que le roi. C'est nous qui sommes en détention. Et nous vous proposons de poursuivre l'enquête sur quelques éléments pour pouvoir établir. Parce que le juge d'instruction, c'est lui qui a à chercher les éléments à charge, mais c'est lui aussi qui a à chercher les éléments à décharge. Je ne sais pas si vous nous comprenez. Oui. Alors donc, le seul moyen qu'on avait pour nous permettre d'apporter des éléments à notre décharge, c'est de suivre les pistes que nous avons proposées et de constater que ces pistes n'aboutissent à rien. Mais on a refusé de suivre ces pistes-là. En rejetant nos demandes de mesures complémentaires, c'est qu'on a refusé de suivre les pistes qui peuvent permettre au juge lui-même de constater que, ah, effectivement, ils ne sont plus rien. Je vais aller plus loin très rapidement. Okay. Mon confrère avait commencé par le dire. Il y a même des demandes auxquelles la commission n'a pas cru devoir répondre avant de nous mettre en accusation en violant la loi. Et ils ne sont même pas allés pour dire nous rejetons. Ils ont fait comme si cette demande n'avait jamais été formulée, ce qui est contraire à la loi. Pourtant, c'est ce qui s'est passé dans ce dossier. Donc, comme il le dit, ça nous amène à nous interroger, à nous poser la question de mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on veut, coûte que coûte, que nous soyons coupables ou bien on veut quand même que la vérité? On s'interpelle, on s'interroge. Maître Agosso, Maître Ayodele, je vais vous poser une petite question qui... Est-ce que vous pensez que le juge d'instruction n'a plus cru devoir accepter vos demandes parce que, par exemple, lorsqu'on prend votre client, Maître Agosso, il y a eu
évolution il n'y a pas eu constance dans cette déclaration, parce que d'abord sur, par exemple, la somme d'argent retrouvée, il avait d'abord dit que c'était pour financer des activités et tout. Après, il dit que c'est pour promouvoir la candidature de Monsieur Olivier Bokor. Est-ce que vous pensez que ce sont des éléments, c'est pour compréhension, Maître Ayodele, j'espère que vous m'écoutez. Est-ce que vous pensez que ce sont des éléments qui ont peut-être amené le juge d'instruction à se dire si l'accusé déjà évolue, n'est pas constant dans ses déclarations, il n'y a plus d'éléments en tant que tel à... Vous savez, oui. Même lorsque quelqu'un vient devant un juge, oui, et avoue un fait, le juge ne devrait pas se baser exclusivement sur ses aveux pour prendre position, pour se déterminer par rapport à celui-là qui lui-même, c'est dans le code de procédure, ce n'est pas moi qui l'invente. Tous ceux qui ont fait le droit une fois savent ça. Même quand vous venez vous-même avouer un fait, le juge n'est pas lié par cet aveu que vous avez fait. À plus forte raison, une variation. Quand vous serez au procès, vous comprendrez, c'est pour ça d'ailleurs que nous passons pour faire cette interview, pour que vous soyez focalisés sur ce procès. On ne peut pas ici étendre toutes nos âmes, n'est-ce pas? Donc vous verrez au procès, il a une explication parfaitement logique, parfaitement cohérente sur ce que vous appelez variation. Et quand nous serons dans le procès, on ne manquera pas d'en parler et de développer largement là-dessus. Le procès sera public, vous savez déjà? Oui, c'est une question, hein, je ne sais pas. Le procès est public, le jugement est public, l'instruction est à huis clos, mais le procès, lui, il est public. Maître Ayodele, je vous vois sourire en coin. Est-ce que vous voulez compléter les propos de... Non. Au fait, bon, on vous parlait de son client et puis des éléments à charge. Mais ce que je voudrais dire, d'abord, vous savez, ce monsieur, il sait ce que c'est que soutenir quelqu'un ou parler de la candidature de quelqu'un. Il sait. Et vous savez très bien. Et donc, c'est tout à fait normal qu'on l'interpelle, on demande qu'est-ce qu'il veut faire avec son argent. Il est déjà entre les mains de la police. Je ne vous le souhaite pas, être les mains de la police, vous savez ce que c'est. Et c'est normal, vous êtes déstabilisé, ce n'est qu'après que vous reprenez vos esprits. Et n'attendez pas d'un monsieur comme ça, comme ça sur le coup, qu'il vous dise non, c'est pour organiser les élections de 2026. Mais il va se dire, si je le dis, je suis mort. Parce qu'il sait que ce que ça lui a coûté depuis là. Et donc, franchement, les variations de la personne poursuivie, il peut avoir, comment on appelle-t-on, 1000 versions, et que c'est la dernière version qui est la plus pertinente. Et donc, le juge, les variations, l'être humain, suivant certaines circonstances, peut varier. Ce n'est pas le plus important. Le plus important dans ce dossier, je vais vous le dire. Puisque vous venez au fond, si le temps nous permet, je voudrais vous dire qu'on n'a pas encore fini de dire ce qui s'est passé sur le plan de la procédure. Parce que c'est la procédure qui nous donne, qui nous donne l'avant-goût. Vous voyez, la criette, elle est unique, hein? Il n'y a pas plusieurs criettes. C'est-à-dire, on n'a pas quitté le nord pour le sud et tout, et on va dire que non, l'esprit des magistrats a varié, et c'est une même juridiction. Alors, quand vous voyez tel que l'instruction est menée, ce que j'appelle une instruction à l'entonnoir, c'est-à-dire le juge, non seulement il va à la vitesse de TGV, mais il va dans un seul sens. Et vous vous demandez, mais c'est quoi son problème? Il n'est pas parti au procès, qu'est-ce qui ne va pas? Et toutes les interrogations que cela peut susciter, vous serez à même d'en trouver une réponse. Ma prochaine question pour vous, je ne sais pas si ça va en droite ligne. Oui, une seconde, je voudrais dire un truc par rapport à la charge, ce que vous mettez, ce que vous rappelez comme variation en ce qui concerne M. Omeki. Est-ce que vous savez que dans ce dossier, qui est bâti sur la somme qu'on aurait retrouvée à son domicile, vous savez d'où vient le chiffre? Non. Vous êtes journaliste, vous avez vu. Ce 1,5 milliard là, ça vient d'où? C'est les enquêteurs et après le parquet qui ont retenu qu'il s'agit de 1,5 milliard. Mais ce chiffre vient d'où?
Vous n'avez pas posé la question à votre client? Oui, mais écoutez, je parle du chiffre. Je parle du chiffre, le montant. Et je le dis sous son contrôle, M. Omeki n'a jamais reconnu avoir dans sa voiture 1,5 milliard. Jamais. Il avait dans sa voiture de l'argent? Évidemment, il vous l'a dit, il vous le dit ce qu'il va en faire. Mais je vous dis un truc, c'est pas la première fois que M. Omeki mobilise de l'argent pour des élections. Si vous connaissez l'histoire de la rupture jusque-là, je vous prie de vous renseigner, vous comprendrez. Mais je vous dis un truc, que dans la loi, et nous ne parlons que de la procédure, il y aura à boire et à manger le mardi, si vous venez et si les avocats décident de venir aussi. Alors, je vous dis un truc, le chiffre est un chiffre inventé, d'autant plus inventé que il n'existe pas à l'heure où je vous parle, où on envoie les personnes au jugement. Un procès verbal qui cristallise aussi bien les caractéristiques des billets que le chiffre qu'on essaie, le montant qu'on essaie d'opposer à M. Omeki. Mais la loi vous fait obligation absolue, sous peine de nullité de l'acte qui a été posé, que lorsque vous rentrez dans un domicile et que vous procédez à des saisies, vous devrez forcément établir un procès verbal de saisie, contresigné par le maître des lieux. Mais vous savez, quand Ce procès verbal n'existe pas. Ça n'existe pas, madame. Ça n'existe nulle part. Ils ont, ça dit, il n'y a aucun acte juridique. Parce qu'il pourrait en avoir plus, c'est ça? Mais la seule chose que je tiens à vous dire, et puisque vous parlez de variation et vous essayez d'insinuer qu'il y a quelque chose qui ne va pas de son côté, tout va bien. Non, je n'insinue rien, je pose une question de compréhension. Très bien. Alors je vous dis, nous avions, sur la procédure, demandé l'annulation de cette saisie-là. Et ça dit que c'est noir sur blanc. Vous n'avez pas établi un procès verbal. Donc, le chiffre que vous avancez, ça n'existe nulle part. Vous avez procédé à une saisie manifestement illégale. Vous savez, on a comme impression à un moment donné que les magistrats qui ont conduit le dossier, ils ont conscience que quelque chose ne va pas. Donc, il faut aller vite. À l'instant où nous parlons, à l'instant où nous allons au jugement, je vous dis que nous sommes devant la Cour suprême sur la régularité des actes qui ont été posés. Et vous imaginez si demain la Cour suprême déclare la saisie de ces fonds-là nulle, mais tout va s'effondrer comme un château de cartes. Et on a comme impression que c'est de ça qu'on a peur. Mais si la Cour suprême a déjà rejeté votre pouvoir le 13 janvier 2025 dernier, est-ce que vous estimez encore que, même si, bon, en fait, la Cour n'a pas encore statué. Ouais, c'est un peu ça les... Je ne veux pas parler d'incongruité parce que nous parlons de notre justice, mais c'est un peu ça les réalités auxquelles nous sommes confrontés. Oui, on valide déjà l'arrêt de mise en accusation, oui, ce qui permet d'aller au procès. C'est ça que mon confrère tente de vous expliquer. Ce qui permet d'aller au procès. Mais les actes qui ont permis d'aboutir à cet arrêt de mise en accusation sont encore le recours contre ces actes, les recours contre ces actes-là sont encore pendants devant la Cour suprême. Alors, c'est deux hypothèses. Soit un jour, la Cour, parce que vous ne pouvez pas préjuger d'un recours qui est porté devant vous, en principe. C'est-à-dire quand vous êtes un juge et qu'on vous soumet une question, vous ne pouvez pas dire si vous allez décider que tel ou tel autre aura raison sans avoir statué, n'est-ce pas? Non. Alors, donc tant que ces recours sont encore en cours devant la Cour suprême et qu'elle-même ne soit pas gênée de valider l'arrêt de mise en accusation, mais c'est de deux choses l'une, sauf erreur de ma part. Et qu'est-ce que vous faites? Soit, oui, c'est qu'elle sait que ces recours-là, elle n'y donnera aucune suite favorable. Soit, on est en train de courir le risque de finir le procès et de devoir le reprendre. Et c'est celui-là que moi je souhaiterais. Parce que si les recours contre les actes qui ont abouti sont encore en cours, alors que vous ne pouvez pas préjuger de ces recours, ce aurait été plus prudent de ne pas se précipiter pour valider. Selon nous, en tout cas, nous, on trouve que ça a été précipité. Tout simplement pourquoi? La Cour avait un délai pour trancher l'arrêt de mise en accusation.
Mais ce délai, la loi lui permet de le laisser courir et de revenir prendre tous les éléments du dossier ensemble. Mais elle a décidé dans le cas d'espèce de tenir dans ce délai. Figurez-vous que mon confrère et moi, on n'a pas eu droit aux jours chômés et fériés auxquels tous les citoyens béninois ont eu droit. Alors que légalement c'était jour de fête, la Cour nous faisait injonction à nous autres de travailler. Parfois on nous envoie un écrit aujourd'hui, on dit demain à 15 h, nous avons besoin de votre réponse. Vous imaginez dans ces conditions quels sont les ressentis des personnes qui sont ainsi traitées? Est-ce qu'elles peuvent facilement accorder un crédit à cette juridiction qui est censée leur permettre de se défendre sereinement? Mais en l'état, qu'est-ce que vous faites finalement? Nous sommes des vaillants combattants, nous poursuivons notre combat. Maître Ayodele a semblé insinuer qu'il y aurait des possibilités que les avocats ne viennent pas au procès. Est-ce que, je ne sais pas, mais j'ai rapidement entendu ça. Est-ce que ce que vous dites, c'est qu'il y a des risques que les avocats de messieurs Olivier Bokor et Oswald Omeki ne soient pas au procès? Madame Ronyo? Oui. Vous savez, lorsque vous êtes dans une situation comme celle que nous vivons, aucune hypothèse n'est exclue. Aucune hypothèse. Je voudrais vous dire un truc. Vous savez, il se passe, en fait, notre pays traverse par ce procès de plus, je ne dirais pas par ce procès uniquement, parce qu'il y en a eu d'autres, une période assez expressive de ce que nous voulons pour notre République. Avec quelle est cette justice dont nous voulons pour cette République-là. C'est d'autant plus préoccupant que vous le savez très bien. Vous savez, lorsque les citoyens, lorsque on arrive à une étape où il n'y a plus d'espoir en la justice, mais il ne faut jamais qu'on en arrive là. Je vous donne un exemple, parce que tout à l'heure, vous aviez parlé de notre procédure devant la Cour suprême. Oui. Est-ce que vous savez que, après l'arrêt de mise en accusation du 26 décembre, nous avons immédiatement relevé appel. Alors, la loi fait obligation au juge d'appel d'instruire la procédure, c'est-à-dire que le juge d'appel écrit aux avocats qui ont relevé appel et leur dit les moyens qui fondent et qui sous-tendent votre recours, veuillez me les faire parvenir. Et les avocats écrivent un mémoire qu'ils déposent. Alors, puisque le parquet spécial dans cette affaire est également partie au procès, lorsque le magistrat reçoit les écritures de l'avocat, il les transmet au ministère public, c'est-à-dire au parquet, et sollicite et lui demande s'il a des observations qu'il les fasse. Et si le parquet répond aux mémoires des avocats, le juge retourne la réponse du parquet aux avocats, c'est-à-dire il y a une étape de croisement d'observation. Et c'est à la fin que le magistrat, eux, ils reçoivent et ils rédigent leur décision. Et c'est après ça, s'il vous plaît, qu'ils programment l'audience et qu'ils invitent toutes les parties. Comment vous pouvez imaginer que pour l'instruction de cet appel, nous recevons l'avis de produire nos mémoires le 30 décembre. Certains confrères ont même reçu le 30 décembre la nuit. Et l'avis nous indiquait que nous avons jusqu'au 2 janvier pour produire notre mémoire au soutien de notre appel, l'appel contre l'arrêt de mise en accusation. Et donc, sachant très bien que le 1er janvier est un jour de fête. Oui. Alors, nous avons écrit au magistrat pour dire, humainement, c'est quoi? Fita Mikadjei, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Et donc,
donnez-nous un délai de 3 jours pour nous permettre d'exercer notre ministère. Vous savez, les avocats, je ne l'invente pas, c'est des acteurs principaux du service public de la justice. Et c'est une norme communautaire qui le prescrit. Et donc, on a écrit. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils n'ont pas réagi. Et donc, comme ils n'ont pas réagi, bon, on a commencé à pressentir que quelque chose ne va pas. Vous savez, quand vous voyez que votre enfant, il fait des trucs, vous dites, ça ne va pas. Donc, on a pressenti que, mais c'est quoi cette affaire? 1er janvier, et 2 janvier, matin 8 h. Mais pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas, en l'absence de réponse, pourquoi vous ne vous êtes pas mis au pas? Non, mais madame, mais c'est de ça qu'il s'agit. Lorsqu'on a commencé à avoir le pressentiment que, mais on est où? Personne n'a. Ça dit, il n'y a pas de nom. Et donc, on a dit, on a non seulement préparé comment on dit, le mémoire, à la première heure du 2 janvier, nous avons déposé. Avec décharge, je vous le dis. Décharge. Les magistrats sont venus vers 10 h. Les avocats étaient dans la salle. Ils rentrent, ils s'installent et ils foncent directement sur la décision. Des confrères ont essayé de prendre la parole. Non, ils foncent sur la décision et ils rendent la décision. Et quand vous prenez la décision, les juges disent que les avocats n'ont pas déposé de mémoire. Et donc, quand vous regardez le scénario, vous vous rendez compte qu'en réalité, ce qui était visé, c'était même d'exclure. C'est-à-dire, c'est comme si les avocats, excusez-moi le terme, c'est des emmerdeurs qui viennent de nulle part et qui se retrouvent et qui nous empêchent de faire ce que nous avons à faire. Finalement, on vous demande de faire un travail dont on ne tient plus compte. C'est ça. Dans des délais qui n'étaient pas faciles de tenir. Vous déposez le mémoire pour le 2 à 8 h pour l'audience prévue à 9 h. On vous rend la décision. Madame, est-ce que vous vous souvenez? Oui. On vous impose de déposer le mémoire le 2 à 8 h, mais l'audience est prévue pour que la décision soit rendue à 9 h. Alors, quand on prend du recul, avec tout le respect qu'on a pour notre justice, on se demande, mais est-ce que ce délai avait été prévu pour que nous soyons en mesure de déposer de mémoire? Est-ce qu'il était même prévu qu'on prenne en compte ce que nous aurions éventuellement à dire dans ces mémoires? Et quelle a été votre démarche après ça? Parce que vous étiez là et la décision a été rendue. On a exercé les voies de recours qu'on s'en mais mieux. C'est là où je voulais en venir. Pour pouvoir établir tous ces faits, nous avons envoyé un huissier. OK. Pour vérifier, pour qu'il nous dise, pour que l'institution judiciaire nous dise, mais comment ça s'est passé pour que les mémoires que vous nous avez demandé de déposer, nous l'ayons déposé et que dans la décision, on dise que nous n'en avons pas déposé alors que nous avons les décharges. Quelle réponse avez-vous? À ce jour, pas de réponse. Maître Ayodele, pas de réponse? Oui, il n'y a pas de réponse. Vous savez, ça fait partie des raisons pour lesquelles nous nous sommes pourvus devant la Cour suprême. Et donc, devant la Cour suprême, nous avons dit, vous savez, je vous donne un exemple. Mis à part cet incident-là, les juges d'instruction, ils avaient l'obligation, comme on l'a dit tout à l'heure, de statuer sur toutes les demandes. C'est pas nous l'inventons, c'est dans la loi. Toutes les demandes de mesures d'instruction complémentaires qu'ils reçoivent, ils doivent trancher ça. Soit ils acceptent, soit ils rejettent. Mais ils doivent trancher. Mais vous imaginez que ils clôturent, parce que l'arrêt qui renvoie les personnes devant la juridiction de jugement, c'est un arrêt qui les dessaisit de l'affaire. Aujourd'hui, les juges de la commission de l'instruction ne sont plus dans le jeu. Mais vous ne pouvez pas vous dessaisir. Et c'est la loi qui le dit. Sans avoir examiné et tranché toutes les demandes. Vous avez entendu un confrère souhaiter l'audition du chef de l'État. Il y a d'autres demandes
On a demandé, vous savez, nous avions parlé tout à l'heure de la somme, de la prétendue somme d'1 milliard. Les sacs, on ne les a pas vus. On a dit, présentez-nous les sacs. Mais qui sont ceux qui ont compté ces sous? Il y a eu les photos? Non, mais madame, vous avez vu les photos où? Vous savez, en matière, nous sommes en science. Et vous pouvez, à n'importe quel moment, même à partir d'ici, aller sur ChatGPT, sors-moi des photos de 1,5 milliard dans un véhicule, vous aurez ça. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que nous avons ces imperfections. C'est comme la sauce qui est gâtée. Vous savez, quand la sauce est gâtée, même si vous achetez la tomate, nous sommes des ouins. C'est ça. Ça dit la sauce, elle est gâtée. Alors, lorsque la procédure est mal faite, il faut la reprendre. Ça dit que c'est une question d'humilité. Il ne faut jamais laisser dans l'ordre juridique de telles souillures, parce qu'il s'agit de souillures à la procédure. Alors, vous savez, nous allons devant la Cour suprême. La loi dit également, parce qu'à un moment donné, on vous a indiqué tout à l'heure que les juges de la commission d'instruction ont rejeté toutes les demandes de mesures d'instruction complémentaires qu'ils ont examinées. Ils ont tout rejeté. Et la loi dit que lorsque vous rejetez, ceux qui ont demandé peuvent relever appel de la décision. Nous avons relevé appel de la décision. Et la loi dit que vous ne reprenez la main. Vous savez, lorsqu'il y a une voie de recours, le dossier est transmis. Vous voyez? Et quand la voie de recours continue, la loi dit que vous ne reprenez la main, que lorsque ces voies de recours-là, tout aurait été examiné. Mais nous sommes encore à la Cour suprême sur le contentieux même des mesures d'instruction complémentaires. Et le pouvoir, c'est-à-dire ce contentieux, le fait d'aller à la Cour suprême en matière pénale, est suspensif de tout. Donc le juge d'instruction, il n'a même pas encore la main. Il crée une fente parallèle, mais où est-ce qu'on va? Vous savez, il y a une chose que nous perdons de vue. Et lorsque tout semble perdu et que le peuple pris de peur n'a plus confiance en rien, mais c'est la justice qui restaure. Finalement, vos clients, est-ce qu'ils ont toujours confiance en l'indépendance de la justice? Si la défense aujourd'hui présente ce visage-là du dossier, quels espoirs ont-ils aujourd'hui? Non, mais vous savez, il y a deux choses. Parce que nous clamons l'indépendance de la justice au Bénin. Il y a deux choses. Vous savez, il y a un adage qui dit dans notre tradition que ouvert ou vikwa sikbo au vikbo yakbo bo ibe agano adoji ibe agano adoji bo eflomion bo vile vesino que nous et puis il y a dame là. Vous savez, c'est très important de parler non, donc je vais traduire. Il y a dame là. Et donc la sagesse enseigne que espérer quelque chose vaut mieux que ne rien espérer. Tout ce que vous avez vu là, tout ce que nous avons vécu pendant l'instruction, qui n'était pas nécessaire, parce qu'en réalité, c'est l'instruction, ce n'est même pas, on n'est pas au fond, on n'est pas encore en train de juger les gens. La loi prévoit qu'il faut baliser le chemin, préparer, en fait c'est comme un rituel. Ce qui est préoccupant et profondément traumatisant, c'est que mais, tout ça, ça passe, les hommes passent. Mais il ne faut jamais laisser certaines choses dans la République. Parce que demain, d'autres magistrats viendront faire pareil. Je vous donne un exemple. Nous allons à la Cour le 28 novembre. Le juge devrait statuer sur, comment appelle-t-on, certaines demandes. Je parle des juges de la session d'appel. Okay. Nous venons dans la salle. Nous sollicitons un renvoi pour prendre connaissance du dossier. Parce qu'il y a certains avocats qui n'avaient pas reçu le dossier, contrairement aux prescriptions légales. Alors à la barre, on a dit, on a fait observer que non, des avocats n'ont pas pris. La loi dit de leur donner pour qu'ils analysent et puis faites, vous n'aviez pas fait. Donc donnez-nous 3 jours dans la vie d'un être humain, dans la vie d'une république, c'est quoi? Donnez-nous 3 jours pour pouvoir prendre et analyser. On a compris que les magistrats n'étaient pas dans la dynamique de le faire. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a déposé une exception d'inconstitutionnalité. Le juge reçoit l'exception. Et qu'est-ce qu'il fait? Vous savez, c'est l'article 122 de la Constitution et 37 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle. C'est ce que la défense a fait jusque-là. Vous pouvez vérifier. C'est pas de la comédie. Parce que nous-mêmes, nous avons une carrière.
C'est pas de la comédie, c'est du droit pur. On n'invente rien. Tout est là. Et je vous rappelle tout à l'heure qu'on n'est même pas encore au jugement. Donc la procédure, elle est sacrée, il faut la suivre. Alors, on dépose l'exception de constitutionnalité. Le juge, il suspend, il revient, et ils disent que, alors que les dispositions que je viens de citer, le fait obligation, c'est la Constitution, hein, madame, s'il vous plaît. C'est le vaudou national. Hein. Lorsque vous passez votre vie à violer la Constitution, vous n'aurez pas une vie apaisée, hein, parce que la Constitution est remplie de charges. Je vous dis, mais on vient, le juge, il rend une décision et il dit qu'il n'y a pas lieu à surseoir, alors que la Constitution lui fait obligation de surseoir, c'est-à-dire de ne pas vider l'objet principal de sa saisie, de ne pas rendre la décision, de renvoyer le dossier devant la Cour constitutionnelle. Mais il dit que lui, il ne surseoit pas. Et il vide la décision. Ce n'est pas fini, le scénario. Je ne sais même pas le fond. Je ne sais même pas comment je vais appeler ça. Vous savez, on dit, hein? Ça dit, c'est du jamais vu. On a des anciens qui ont déjà plus de 30 ans de bar. Ça ne s'est jamais... Mais quel juge peut faire ça? Mais il fait ça. Et on se retire, on ne dit rien, chacun rentre chez lui. Je crois quelques jours après, on reçoit l'invitation de la Cour constitutionnelle. Tout le monde était surpris. Mais il y a quoi encore? On va devant la Cour constitutionnelle et la Cour constitutionnelle nous informe qu'il y a une exception qui lui a été transmise. Mais quelle exception? Et on a dit, ben, qui vous a saisi? Et la Cour a dit, ok, on va vous donner un délai pour que vous puissiez prendre connaissance du dossier. Donc la Cour a renvoyé le dossier, je crois, au 19 décembre passé, pour qu'on puisse prendre connaissance du dossier. On prend le dossier et on découvre que les juges d'instruction ont dit, ils ont produit une décision qui aurait été rendue ce 20, je crois que ça va être, qui aurait été ce 28 novembre. Et dans la décision, ils disent que, il dit qu'il n'y a pas lieu à surseoir et il ordonne la transmission du dossier. Ah. Je vous dis un truc, cette décision-là, ça n'a jamais été rendu à cette audience. Parce que, évidemment, lorsque vous ordonnez la transmission du dossier, vous savez, la décision, on appelle ça un ADD. C'est une décision avant dit droit. C'est-à-dire, c'est comme une décision préalable à la décision définitive, finale. Et donc, vous ne pouvez pas avoir rendu en fait les deux à la fois, le même jour. C'est impossible. Ne serait-ce que pour des raisons de bon sens et de logique. C'est-à-dire, il dit dans la première décision que lui, c'est vrai, il refuse de surseoir, mais il lui ordonne la transmission. Alors, lorsque vous ordonnez la transmission, il n'y a plus rien à faire, vous devez attendre. Mais ces deux décisions ont été rendues le même jour. Et nous avons produit la seconde décision devant la Cour constitutionnelle et nous avons dit à la Cour de regarder. Et que le fait pour le juge de n'avoir pas accepté d'ordonner le suicide est une violation de la Constitution. Et nous avons profité de cette audience de déception pour démontrer à la Cour que sa saisine est irrégulière. C'est-à-dire, les juges, c'est pas la violation de la Constitution que les juges de la session d'instruction ont saisi la Cour. Et que la Cour ne peut pas statuer sur l'exception sans se prononcer sur la régularité de sa saisine. C'est comme, c'est la théorie du fruit de l'arbre empoisonné. C'est-à-dire que lorsque la racine elle est pourrie, l'arbre doit s'écrouler. Et donc, mais je vous dis un truc, une autre surprise du côté de la Cour constitutionnelle, on n'a pas été suivi. La Cour ne s'est même pas prononcée sur cette demande. C'est-à-dire, on dit, quand vous soumettez une demande ou plusieurs demandes à un juge et il se prononce sur quelques-unes seulement, on dit que le juge statue infra petita. Et ça devait être une cause d'annulation même de la décision. Malheureusement, vous savez, les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont pas susceptibles de recours. Et donc, c'est dans ça on est. Et je vous dis un truc. Vous avez parlé de confiance. Alors, s'ils doivent avoir confiance, bon, ils sont obligés d'avoir confiance. Jusqu'à ce qu'ils soient déçus. Mais ils sont obligés d'avoir. Mais nous sommes dans un système d'entonnoir. Tout ce qui s'est passé jusque-là, on peut avoir peut-être des surprises. Mais franchement, il y a des interrogations. Ah, super. Merci. Encore une fois, lorsqu'on a droit à ce type d'affaires, dont la nature est connue, c'est vrai, tous les arguments, les éléments de pertinence ont été relevés par Maître Ayodele. Est-ce que ce n'est pas la stratégie habituelle de la défense
s'arc-bouter aux vices de procédure, aux failles de procédure, pour tenter de remettre en cause la régularité de ce qui se fait. Non, mais c'est aussi le juge. Ou c'est la manœuvre habituelle. Non, en fait, il ne faut pas toujours... Vous voyez, certains ont soulevé ces moyens et ça a pourtant prospéré. Bon, c'est peut-être pas le contexte tout à fait, mais pendant longtemps, au Bénin, on a traité différemment l'adultère de l'homme et de la femme dans le milieu judiciaire, en fait, en matière judiciaire. Mais il a fallu qu'un jour, quelqu'un se lève pour dire, je trouve qu'il y a une rupture d'égalité entre ce traitement qui a été réservé à l'homme et la femme par la loi, pour que la Cour, effectivement, décide de ce que le traitement que la loi donne à l'adultère de l'homme et de la femme est inégalitaire, et donc il y a une rupture d'égalité. Donc c'est pour dire, c'est le jeu judiciaire qui est ainsi fait, pardon, lorsqu'il y a des actes. Mais nous voulons que vous appréciez la pertinence de ce dont nous parlons ici. La pertinence est établie. Voilà. Oui. Donc, ce qui serait un tort, c'est qu'une juridiction raisonne comme vous. On peut comprendre que vous raisonniez ainsi, mais qu'une juridiction raisonne comme vous, c'est qu'elle aura un a priori négatif. Au regard des éléments que vous fournissez, oui, finalement, le système judiciaire est employé pour régler des comptes. Bon, c'est la question qu'on se pose. On ne comprend pas. Vraiment, on ne comprend pas. Surtout que c'est des magistrats, des gens très respectables, des gens qui ont un grand niveau d'instruction, voyez-vous, des gens expérimentés, voyez-vous. Donc, c'est là qu'on se pose des questions. Et moi, je le dis, mon intervention ici, c'est pour que nous soyons tous ensemble à nous poser cette question-là, ou ces questions-là, jusqu'au jour du procès. Que nous soyons intéressés par le procès pour découvrir la vérité ou la réponse à ces questions. Parce que ce qui s'est passé jusque-là a été couvert par le secret de l'instruction. C'est-à-dire que vous n'avez pas eu l'occasion d'assister, de relever par vous-même, de constater par vous-même. Ce sont les avocats qui viennent vous en parler. Malheureusement, les magistrats n'ont pas la possibilité de venir se justifier devant vous. Mais vous avez l'occasion, le jour du procès, d'être là vous-même, d'observer l'attitude des uns et des autres, et d'apprécier si ce n'est que du pur dilatoire. Et je vous le dis, le dilatoire n'arrangerait même pas les inculpés jusque-là, puisque c'est eux qui sont en détention. Généralement, quand vous êtes en détention, ce dossier n'est né, je dirais, judiciairement, qu'à partir du 1er octobre. 1er octobre, nous sommes à peine en janvier. Une procédure d'instruction, elle est déjà bouclée. Alors que nous avons de nombreuses autres procédures qui attendent là. On écrit, on relance, on appelle, on relance, et rien n'est fait dans cette procédure. Puis celle-ci est prise ainsi, il y a de quoi s'interroger. Et il faut que vous aussi, vous puissiez être là le 21, pour vous faire votre opinion. Voyez-vous? Et ce serait peut-être des commentaires que vous ferez, des observations, des déclarations, des attitudes des uns et des autres. Parce que jusque-là, cette occasion n'a pas été donnée à d'autres regards, à part ceux des juges et des avocats. Voyez-vous? Si, disons même des avocats, puisque c'est exclusivement des avocats qui s'étendent sur ce qu'ils considèrent ou ce qui a constitué des vices de procédure, des violations. Mais vous avez un autre indice. La célérité qu'on a observée dans cette procédure est inhabituelle pour une procédure en instruction. Ça, au moins, c'est un fait que tout le monde peut constater. Au-delà de ça, comment, j'insiste, comment alors envisagez-vous Ce n'est pas comme si on avait un choix. Le Bénin n'a pas deux justices. Ceux qui sont en détention seront jugés. Il faudra qu'on les juge en présence de leur avocat. Mais votre rôle, c'est de les défendre, donc c'est de démontrer qu'ils ne sont pas coupables de Bien ce sûr, dont et on les accuse. nous irons pour faire ça. Nous irons pour faire ça. Il n'y a pas de problème par rapport à notre engagement à les assister jusqu'au bout
tant qu'ils ne nous auront pas déconstitué de leur dossier. Mais le reste, bon, on verra ce que ça donnera. Maître Ayodele, une question directe. Est-ce qu'il y a eu complot? Vous savez, je l'ai dit, peut-être pas ici, que d'abord, il faut que l'on retienne que on peut accuser tout le monde et de tout. C'est pas ça qui fait la condamnation, c'est pas ça qui fait la culpabilité. Vous avez vu dans ce pays, dès les premières heures de cette affaire, il y a des organisations qui sont montées au créneau, mais pour condamner. Mais c'est grave dans une république qui se respecte. Il n'y a rien de définitivement acquis. Et vous avez vu ce qui se passe même dans les pays dits de vieille démocratie, et ça peut virer à tout moment. Et donc, il faut qu'on se batte. Si ça peut virer là-bas, mais ici, vous savez, là-bas, encore très haute pour nous. Alors, ce que je voudrais vous dire, tout d'abord, si les gens sont accusés, interpellés, incarcérés, des trucs comme ça ne suffit pas pour qu'ils soient retenus coupables. Bien au contraire, jusqu'à ce qu'une décision intervienne, ils sont constitutionnellement présumés innocents. C'est très important pour la quiétude, la sérénité et comment on dit, le respect qu'il faut avoir aux institutions de la République. Alors, quand vous abordez le complot, vous abordez le fond du dossier. Nous n'allons pas plaider le dossier ici. Mais je vais vous dire deux choses. Deux choses. De façon schématique. La première, celui qui dit complot dit une résolution entre plusieurs personnes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de complot avec soi-même. Alors, résolution entre plusieurs personnes. Dans ce dossier, vous avez un truc comme triangle. Vous avez un truc comme triangle. Au premier ici, il y a M. Omeki. Au second sommet, il y a M. Bokor. Et au centre, il y a, comment appelle-t-on, le colonel Tevwa-Idjre. Alors, le colonel Tevwa-Idjre dit avoir eu une discussion relative à un coup d'État avec M. Omeki. M. Omeki dit n'avoir jamais eu de telle discussion avec lui. Il y a un truc, je ne le dirai pas ici, je le réserve. Si je viens le mardi, je le réserve, vous allez entendre, vous allez voir. Ça dit, c'est comme on le dit chez nous, lorsque ça dit l'évidence, vous allez voir. Alors, je me contente de vous dire seulement que M. Omeki a dit n'avoir jamais eu de telle discussion avec lui. Depuis l'enquête jusqu'à présent. Constant, jamais. Alors, il reste M. Tevwa-Idjre et M. Olivier Bokor. Mais le principal accusateur, le témoin unique, qui est le principal accusateur, il dit n'avoir jamais eu de discussion sur le complot avec M. Bokor. Jamais. Et ça dit que ce n'est même pas un truc. Il est resté constant. Jamais. Je ne sais pas si ça lui a échappé ou pas. Mais il est depuis l'enquête, depuis ses premières déclarations, jusqu'à la fin, jusqu'à la confrontation, jusqu'à la fin de l'instruction, il dit, ah, je ne lui ai jamais parlé de ça. Mais je vais vous dire un truc. Il y a ça qui est une constante fondamentale. Je ne lui ai jamais parlé de ça. Mais l'absurdité que, en fait, vous allez vous demander. Alors, vous avez appris qu'il y a une affaire de 105 millions qu'on aurait déposé sur un compte. Oui. Il dit, M. Tevwa-Idjre, que c'est M. Bokor qui lui aurait, qui aurait provisionné son compte d'après ce que M. Omeki lui a dit. Donc, pour lui, c'est une constance. En fait, lui, il est convaincu que, les sous que j'ai reçus là, parce qu'on a vu circuler un truc, vous avez vu après, le procureur spécial a été démenti, des trucs comme ça. Je ne reviens pas sur ces détails-là. Mais, lui, il a vu un truc et il en a fait capture. Et donc, pour lui, j'ai reçu 105 millions. Mais qui m'a donné? M. Bokor. Mais quelqu'un peut vous donner 105 millions. Vous allez le voir après. Et vous allez faire comme si, bon, vous ne le connaissez pas. Ça dit, partout, ça dit, ne même pas parler des valeurs africaines. Un monsieur
de qui tu es proche et que tu fréquentes. Il y a un problème. Non, ce n'est pas parce que la personne m'a donné 105 millions que je suis proche de la personne. Non, non. Okay. C'est pas une déduction, c'est une autre affirmation. La proximité. Oui, c'est établi, c'est pas une déduction. Vous voyez, c'est quelqu'un, je vous ai dit, ils se sont rencontrés plusieurs fois. Et même dans la période et après. Mais ça tient pas. Est-ce que ça tient? Mais le propos de la déclaration de M. Oswald Omeki de l'autre côté, lorsqu'il dit, oui, que le dépôt a été fait sur ordre de... Non, voilà. c'est le colonel. Oui. C'est le colonel qui dit que Oswald lui a dit. Oui. En fait, vous avez deux déclarations. Et Oswald lui a dit ne lui avoir jamais dit. Mais nous avons autant on n'a aucune preuve de ce que le colonel dit est vrai, autant on n'a aucune preuve de ce que Monsieur Oswald Et vous savez ce que ça entraîne en matière de poursuite pénale? Non. Vous le saurez le mardi. Ce que vous dites, c'est ça. Au fait, on est dans une situation où rien n'est prouvé. Si ce n'est que des hypothèses de ceci, cela. Et le reste, vous allez vous faire votre opinion. Mais ce qui est déterminant dans ce dossier, c'est que quand vous regardez l'environnement, parce qu'un dossier, il y a les pièces, il y a les vibrations. Quand vous regardez l'environnement, mais vous n'avez pas l'impression d'un procès normal. Vous avez l'impression que c'est un procès, en fait, c'est un procès qui ne ressemble à aucun procès. Parce que lorsque vous accusez les gens et que vous êtes convaincu qu'ils ont commis, mais la première chose que vous avez à faire, c'est de les poursuivre suivant les règles. Parce que personne ne vous croirait si, alors que vous aviez déjà l'avantage d'avoir la vérité, celui qui a la vérité, ce n'est pas une incantation, c'est celui qui a les éléments de la vérité. Oui. Alors, si vous avez l'avantage d'avoir la vérité et les éléments de la vérité, mais vous faites les choses normalement. Mais qui court? Quand on dit au voleur, qui court? Quand on dit au voleur, qui court? Ce n'est pas le propriétaire qui court, c'est le voleur d'abord. Donc, vous ne pouvez pas courir et dire que je suis innocent. Ou vous ne pouvez pas courir et dire que ah non, je n'ai rien volé. Et non, lorsque vous courez, lorsque vous mettez, lorsque nous retrouvons devant une situation où l'instruction est faite, d'abord à charge, il y a un truc qu'on ne vous a pas dit, madame. Quand vous prenez ce dossier, mais vous n'allez relever aucun passage à décharge. Ça n'existe dans aucun dossier d'instruction au monde. C'est-à-dire, vous n'allez relever aucun passage où le juge dit, ah, ils ont fait ceci qui ressemble à un truc à leur profit. C'est-à-dire qui ressemble à un élément à décharge. Okay. Lorsque vous voulez parvenir à un arrêt de mise en accusation, vous relevez d'abord les éléments à décharge. C'est-à-dire vous dites que, ah, ils ne se sont pas parlé, par exemple, s'agissant de M. Olivier. L'arrêt devait dire que le colonel n'a pas eu de discussion avec Olivier, que Olivier ne s'est pas intéressé à cette affaire. Olivier est resté loin. L'arrêt devait relever tous les éléments à décharge. Et après, comme dans un raisonnement de thèse et d'antithèse, dit, cependant, il y a eu ceci, il y a eu cela. Mais quand vous prenez l'arrêt, vous avez comme impression que les gens avaient fait quelque chose contre les magistrats. Et donc, aucun élément à décharge. Aucun. Tout est allé à charge. Je vous dis, est-ce que vous savez que très tôt, nous avions recusé les magistrats de la commission d'instruction? Pourquoi? Parce que le premier acte qu'ils ont posé, c'est-à-dire lorsqu'ils étaient appelés à rendre une décision sur les mesures d'instruction complémentaires qu'on a soulevées, quand vous prenez la narration des faits, vous dites, mais l'instruction n'a pas fini. Mais bon, et le magistrat dit déjà que l'instruction est établie, On dit, non, ça c'est pas clair. On les a récusés. Mais on les récuse. Et c'est la loi qui nous permet de les récuser. Il y a un détail sur lequel je voudrais attirer votre attention. On les a récusés. Lorsque vous les récusez, la loi permet d'envoyer la demande de récusation, c'est-à-dire lorsque le justiciable soupçonne qu'il n'a plus confiance et que le juge a des attitudes qui ne cristallisent pas l'impartialité, la loi lui permet de dire « changez-moi ce juge ». Et donc, on a demandé qu'on les enlève. Et quand vous faites cette demande, vous portez devant le président de la juridiction supérieure à la juridiction devant laquelle se trouve le magistrat. Donc, nous avons porté ça devant le président de la criette. Vous savez, la criette, c'est 2 en 1. Donc, il y a une chambre des appels, il y a une chambre de jugement, mais les deux sont ensemble. Mais il n'y a qu'un seul président qui gère. Et donc, mais vous savez, les avocats expliquent, et ça, au nom de leurs clients, que,
il y a ceci, il y a cela. Et la loi dit, quand il y a ceci, il y a cela, on peut demander qu'on les change. Vous savez ce qui s'est passé? Non. Quand le président de la Criette a voulu trancher la question, il d'abord rejette la demande et il condamne l'avocat à payer 1 million. Pourquoi? Et c'est ça. Ça dit que on te dit, ben écoute, si vous revenez encore, ça c'est c'est comme si on vous dit, mais c'est non, non quand même. Non, la justice c'est pas comment dire, c'est pas du folklore, hein, c'est pas un jeu, parce que elle est éternelle, c'est une institution. Les hommes passent, il faut l'ennoblir. On ne peut pas faire le procès à un avocat qui, dans une situation donnée, estime au nom de son client que l'impartialité du juge n'est pas garantie et qu'il faille les changer. Alors, ça dit, non, on censure le droit à la récusation. Et on condamne l'avocat qui a signé la récusation à payer 1 million. Et par ailleurs, vous savez, ça dit qu'il serait une erreur fatale à l'institution judiciaire de s'en prendre à la personne des avocats. Les avocats, nous sommes au centre de la République. Qui que vous soyez, puissant ou faible, un jour, vous allez passer par ce carrefour-là. Et donc, il faut faire attention. Je vous remercie. Maître Agossou, finalement, quels sont les éléments qui disculpent vos clients? Et j'ai quand même une petite question aussi de compréhension. Il y a cette semaine un article de Jeune Afrique qu'on a lu et qui dit que l'assurance a bel et bien été contractée et que au fond que ces 55 millions, que ces 55 millions n'étaient qu'une simulation demandée par votre client. Est-ce que vous avez interrogé à ce propos votre client? Est-ce qu'il se reconnaît à expliquer ce qui s'est passé. On s'étendra là-dessus au procès, mais sachez déjà que le principal accusateur et lui ne se connaissent pas d'aujourd'hui. Ils ont toujours été ensemble, ce que celui-ci a reconnu lui-même devant les juges, qu'ils ont toujours été des amis. Au moins depuis que mon client a été admis au gouvernement. Donc les rapports que les deux ont entretenus étaient des rapports amicaux depuis toujours. Depuis toujours. Moi, je réserve les détails pour le procès. Mais ce point, il est important de le dire parce que les deux l'ont reconnu. Ils sont tellement amis qu'ils sont dans des associations ensemble. Ils sont tellement amis que lorsque le mien, par exemple, a voulu célébrer son anniversaire, alors que personne d'autre n'est là, il était seul avec le principal accusateur, bien avant ces faits-là. Donc il ne faut pas qu'on sorte les rapports entre ces deux, le principal accusateur et M. Omeki, de leur contexte. Voyez-vous, si on ne comprend pas ce contexte, cette amitié de longue date, voyez, ils sont tellement amis que l'un rentre sans... En fait, l'accusateur vient chez mon client sans sonner, sans se faire annoncer. Et ce n'est contesté ni de l'un ni de l'autre. Voyez-vous. Donc cette affaire d'assurance a été justifiée et le mien a été constant là-dessus par leur vieille amitié. Est-ce que vous dites que l'amitié ne vienne pas davantage, ne vienne pas établir la culpabilité de l'un au détriment de... Alors, madame la journaliste, oui. Lorsque je me mets dans une hypothèse véritablement improbable ici, okay. Ça n'a jamais été le cas ici. Mais lorsque vous et moi on est amis, à supposer que je vienne vous faire part d'une intention pas tout à fait licite. Je parle d'amis, hein, d'amis, d'amitié. Donc, pas improbable.
je vous fais part d'une action illicite, a priori, en tant qu'ami, puisque c'est votre hypothèse, hein, Oui. je me base sur votre hypothèse, c'est-à-dire que vous dites, est-ce que ce n'est pas plutôt leur amitié qui Établit plutôt la culpabilité? Oui. Et je me mets dans cette hypothèse pour vous dire, si on se base exclusivement sur l'amitié, et que, en raison de cette amitié, je vous fais une proposition qui sort de la légalité. Est-ce que vous, en tant qu'ami, votre mission, c'est de baser sur l'amitié, hein, parce que lorsque, par exemple, vous êtes journaliste et que je vienne vous voir pour vous poser un problème en tant qu'ami, vous voyez qu'il y a là deux rapports qui se superposent. Bien sûr. Il y a le rapport de De l'ami la à l'ami professionnelle. des et médias. le rapport de la professionnelle. Oui. Alors, si moi, je ne peux pas poser un problème, à supposer, hein, à n'importe qui, et c'est à un ami que je le pose, et qui se révèle que c'est un problème ou une situation dont la solution pourrait sortir de l'illégalité, est-ce que ce n'est pas plutôt l'ami de me remettre sur le droit chemin? Bien sûr. lieu que- Enfin, normalement. En principe. Au lieu que, si on se base toujours sur votre hypothèse, d'entretenir cette idée avec moi, eh bien, vous ne voyez pas ce que je dis. Je vois bien. Alors, donc, l'amitié, en principe, ne devrait pas établir la culpabilité dans le cas d'espèce là. Parce que celui à qui le problème est posé, un ami, puisque c'est pour ça que les amis sont faits, il devrait le remettre sur le droit chemin. Si tel avait été le cas, voyez-vous. Donc l'amitié ne peut pas établir la culpabilité. Votre client. Moi je pense plutôt, ça c'est mon avis, c'est d'ailleurs ce qui est ressorti dans le dossier, vous le verrez bien au procès, qu'on s'est servi de ces rapports d'amitié contre mon client. C'est ce que je pense. Votre client est innocent. C'est ce qu'il a toujours clamé jusque-là. Et il n'y a aucun élément du dossier qui le contredit. Depuis l'enquête préliminaire en fait, de police, jusqu'à devant les juges instructeurs, jusqu'aux confrontations, il a été constant sur le fait qu'il n'a jamais même pensé à ce qu'on met à sa charge là. Il est surpris, il est surpris d'entendre dire de pareilles choses par l'accusateur le concernant et il ne comprend pas. Maître Ayodele, sur le principe de l'amitié aussi, votre client est ami très intime du président de la République qui, à maintes reprises, l'a assumé. Est-ce qu'ils ont vraiment été amis? Est-ce que même dans le déroulé de la procédure et tout, vous avez vu des éléments qui, parce que l'autre est chef d'État, l'autre aujourd'hui se retrouve derrière les barreaux, vous avez retrouvé des éléments qui font une fausse amitié finalement qui se révèle? Non, Madame Oyo, non. Pourquoi vous pensez que parce que aujourd'hui Monsieur Bokor est en détention et cependant le chef de l'État, Monsieur Patrice Talon, est encore au pouvoir, cela signifierait qu'ils n'avaient pas été des amis, non. S'ils avaient été véritablement amis, on n'aurait peut-être pas droit à tout ce qui est en train d'exister. Non, mais qu'est-ce que vous appelez tout ce qui est en train d'exister? Ce qui est apparent, en fait, c'est que il y a eu une situation, Monsieur Bokor est aujourd'hui poursuivi. Et ce qui remettrait en cause ou remet en cause la relation amicale, fraternelle qu'il y a eu entre eux. Vous l'aviez vous-même dit tout à l'heure que le chef de l'État a assumé cette amitié-là. Moi, je me rappelle l'avoir entendu dire que M. Bokor est un homme extraordinaire et que ce n'est pas parce qu'il est devenu chef de l'État qu'il va tourner dos à ses amis. Et vous savez très bien que le chef de l'État et M. Bokor, ils étaient ensemble depuis un moment. C'est-à-dire qu'il arrivait un moment dans le pays où c'est comme nettoyer les écuries d'Orgias. C'est-à-dire nous allons faire une refondation même du système judiciaire et du système là. On a trop de problèmes. Je vous donne un exemple. Et franchement, je crois que ce n'est pas seulement une mission des experts ou des avocats, mais les journalistes aussi, vous avez un devoir, ne serait-ce qu'un devoir républicain. Vous savez, aujourd'hui, toutes les lois, à un moment donné, ont commencé par être des lois personnalisées. C'est-à-dire, la loi, elle est d'ordre général. Il ne faut jamais personnaliser la loi. Parce que quand vous édictez une disposition légale
pour régler un problème ponctuel. Le problème sera réglé, mais la disposition serait là. Et la disposition ne serait plus compatible aux autres problèmes. Parce que ce problème n'est pas général, c'est un problème précis et qui est déjà réglé, et puis c'est parti. Vous imaginez. Regardez, mon confrère fustigeait tout à l'heure ce qui s'est passé devant la cour, la célérité par laquelle la cour. Mais c'est une célérité légale. Mais il y a une loi bizarre qui est venue, dit que lorsque vous relevez appel d'un arrêt de mise en accusation, la Cour suprême a 8 jours. Mais ça, or, dans la procédure ordinaire, et c'est ce que nous suivons pour les autres pouvoirs, la Cour suprême vous impartit un délai de 30 jours. Pour Mais produire... alors, si c'est ça, si c'est légal, de quoi vous plaignez-vous? Non, non. Ou bien? Non, au fait, bon, j'ai pas voulu revenir sur ce que mon confrère avait déjà dit, mais je vais vous dire, mais il a une certaine pertinence. Il dit que pourquoi se presser de renvoyer les gens? Parce que le délai de 8 jours, c'est pas un délai impératif. Ok. Vous voyez, c'est un délai facultatif. Ok. Sauf que ce qui se passe et ce que la loi a prévu, c'est des choses qu'on va nettoyer. Après, si Dieu nous donne le temps et l'occasion, non. Il faut travailler pour la République. Il faut jamais travailler pour soi-même. Parce que c'est ça qui reste. C'est quand vous allez partir, ce sont ces choses-là qui vont rester. On ne peut pas prendre des lois pour régler des problèmes d'amis. Non. Vous réglez des problèmes d'amis, vous appelez, vous réglez ça entre vous. Mais la loi n'a pas été votée entre octobre et aujourd'hui. Vous étiez où lorsque cette loi a été votée? Non, ne dites pas ça. Oui. Ne dites pas ça. Ne provoquez pas non, je ne provoque rien. Fibre républicaine. Non, je ne provoque rien. Je vais vous dire un truc. Je veux qu'on soit réaliste aussi. Les avocats ont toujours été là. Vous savez, aujourd'hui, nous avons un double degré de juridiction au niveau de la CRIAT. C'était un combat des avocats. La loi de 2018 n'avait pas prévu de double degré de juridiction. C'est les avocats et des anciens qui ont fait un recours devant la Cour constitutionnelle au temps du professeur Diogouinou. C'est ça qui a abouti à ça. Et après, la loi a été révisée. Quand vous prenez la loi révisée, vous prenez notre recours, je dirais c'est une copie collée de ce que nous avions indiqué dans notre recours. Et donc, on est là, on veille. C'est déjà ça. Vous voyez un peu. Alors, il y a des lois, il y a des dispositions que vous découvrez vous-même. Ouais, vous découvrez, lorsque vous êtes en situation procédurale, vous découvrez bien, mais c'est quoi ce truc? Et donc, c'est une loi de 2020 ou 2022, qui vient modifier cette instruction au niveau de la Cour suprême, qui, de façon ordinaire, est de 30 jours 2 fois. C'est-à-dire, on dit que la Cour vous invite à produire vos mémoires. Vous avez 30 jours pour le faire. Si vous n'arrivez pas, la loi demande la possibilité de renouveler. Oui, de vous donner encore. C'est au terme de ces 60 jours, si vous n'arrivez toujours pas, que la Cour peut statuer et rendre la décision. Mais cette disposition dit que la Cour a 8 jours. Et dit que si la Cour ne rend pas, c'est qu'elle ne peut plus rendre, elle doit attendre. Donc, on finit le procès d'abord, on revient. Ah, donc on est en pleine légalité là. Oui, on est en légalité. Mais ce que mon confrère dit, c'est que nous sommes dans une situation où il y a d'autres recours. C'est-à-dire la question même de la régularité du procès. Vous savez, si l'instruction n'est pas bien menée, on ne peut pas aller au procès. Alors, la question de la régularité du procès est toujours pendante devant la Cour suprême. Il y a même une jonction de procédure qui a été sollicitée parce qu'on se dit, mais si vous envoyez les gens, vous les condamnez, est-ce que vous aurez la possibilité humaine, c'est-à-dire que la possibilité humaine de dire que la procédure avait été viciée. Et donc, il vaut mieux mettre toutes les procédures ensemble pour pouvoir les juger ensemble, pour qu'il n'y ait pas un risque de contrariété ou que la Cour suprême ne se retrouve pas dans une situation de pression logique. Vous voyez? Et donc, on n'a pas été suivi, et c'est cela. Maître Ayodele, est-ce que votre client est innocent? Comment est-ce qu'on en arrive à parler de complot contre l'autorité de l'État orchestré par M. Olivier Bokor, très ami au chef de l'État? Est-ce que votre client est innocent? Est-ce qu'il y a des éléments qui le disculpent? Je vous repose la même question que j'ai posée à Maître Agosso. Oui, je crois que j'avais donné quelques détails tout à l'heure par rapport à cette question. Mais ce que je voudrais vous dire, parce que tout à l'heure, j'avais noté, vous aviez, parlant de la procédure que les avocats ont mise en œuvre, les incidents qui ont été faits et tout ça, vous avez parlé de manœuvre. Oui. Non, il ne s'agit pas de manœuvre. Je vous dis, vous savez, d'abord, quand l'avocat rencontre son client, ce n'est pas les questions d'innocence et de culpabilité morale, parce que c'est ça qui l'intéresse. C'est l'innocence et la culpabilité procédurale.
C'est-à-dire, l'avocat prend le dossier et regarde. Vous savez, même le juge qui est là, il va statuer à partir des éléments du dossier. C'est vrai que, contrairement à nous, la loi prévoit que le juge pénal statue d'après son intime conviction. Oui. Mais l'intime conviction, ce n'est pas un élément détaché des éléments du dossier. Le dossier ne peut pas être évidemment vide et le juge va estimer que je proclame la culpabilité. Et donc, lorsque vous me parlez de culpabilité et d'innocence, la première idée qui me vient à l'esprit, c'est d'abord de vous dire que le rôle de l'avocat, ce n'est pas, il n'est pas ce n'est pas quelqu'un, un marche, un devin qui vient creuser, fendre sur le plan astral le cœur de son client et sortir au public ce qui est dedans. Non. Lui, il n'en a que faire. La seule chose que l'avocat fait, c'est de regarder les éléments qu'on a mis à la charge pour pouvoir poursuivre son client. Et de montrer que ça ne fait pas poursuivre quelqu'un. Mais dans votre cas, est-ce qu'il y a des éléments qui disculpent M. Olivier Bokor? Oui, Madame Rouillon, oui. Et ben, j'allais même dire tout le dossier. Ah ouais? Je vous dis un truc, je vous donne. Ça dit que, je vous l'ai déjà dit, M. Bokor, quand vous prenez l'arrêt de mise en accusation, si vous voulez, je vais vous le produire, puisqu'il s'agit d'une décision de justice. Vous allez lire. Quand vous prenez la page, la partie réservée à M. Bokor, mais vous allez penser que vous êtes dans une dissertation hypothétique. Non, mais c'est eux, ça. À votre niveau. Oui, c'est ce que je vous dis. Non, je prends d'abord, vous prenez, lorsque vous êtes en matière pénale, vous prenez d'abord les arguments de l'adversaire qui vous accuse. C'est ça, vous refutez. Et vous n'êtes pas même obligé, mon confrère vous l'a dit, vous n'êtes même pas obligé de sortir, en fait, d'aller chercher des éléments pour vous défendre. Non. Vous avez même droit au silence. Et donc, vous démontrez l'impertinence d'abord de ce qu'on... En fait, c'est quand ce qu'on vous accuse est trop lourd que vous aurez besoin d'aller chercher vous-même d'autres éléments. Et justement, ce dont on accuse M. Olivier Bokor est très lourd. Non, c'est un bagage de coton, comme on le dit chez moi. Oh. Qu'est-ce que... Non, ça dit, je ne parle pas de l'infraction. Okay. Je parle des faits. Qualification en soi-même. Je parle des faits. Et je vous ai donné dans un schéma triangulaire tout à l'heure, vous avez 2 personnes seulement. 2 personnes. Monsieur Bokor, lui, pourquoi on le poursuit? On dit, si monsieur Omeki a pu avoir de l'argent chez lui, monsieur Omeki est pauvre et monsieur Bokor est riche. Donc, il ne peut qu'avoir l'argent auprès de monsieur Bokor. Vous avez vu? Et donc, vous savez, je vous dis un truc, le droit pénal ne se base ni sur des suppositions, ni sur des hypothèses, ni sur des éléments de l'imagination ou de la déduction, non. C'est ce qu'on appelle un faisceau d'indices. Le droit pénal se base sur des faits concrets, et pas un, pas deux. Et on réunit, et vous-même, vous voyez, ça coule de source, lorsque vous réunissez ces éléments pour dire est-ce qu'il y a infraction ou est-ce qu'il n'y a pas infraction. Et donc, manifestement, non. Je vous l'ai dit, je l'ai dit dans une interview passée, non, monsieur Bokor, il est même pressé. Il est même content parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait là. Ça dit, on pense, ça dit comme ça, l'hibou est passé, l'enfant est décédé. Et on dit non, si on a pu avoir un hibou dans le quartier, donc c'est la responsabilité de ce décès-là doit lui être imputée. C'est tout le dossier. Ça dit des suppositions, on considère que et tout tourne autour de l'argent. Vous l'aviez entendu? Tout autour de l'argent. Mais s'ils sont condamnés, oui, quelle sera la suite pour vous? Vous savez, Madame Rouillon, oui, il y a un truc qu'on n'a pas dit. C'est un complot pour perpétrer un soi-disant coup d'État. Mais quand vous prenez le dossier, oui, il n'y a que le colonel. C'est-à-dire, la police dit avoir interpellé M. Omeki au moment où tout le plan avait été déjà conclu. Mais quand on lui demande quel est le plan, il dit que lui va faire le coup d'État et il sera président. Le colonel? Oui, oui. Okay. Il sera président et après il va gérer le pays. En fait, il dit que c'est ça le plan. C'est-à-dire, en fait, je laisse ça à l'appréciation de votre bon sens. C'est-à-dire un coup d'État, je ne sais pas, vous avez les ouvrages sur l'histoire des coups d'État. Il lui dit que lui sera président et que il va
après gérer le pays pendant la transition, organiser les élections. Mais c'est comme un coup d'État, ça dit que c'est comme on demande aux élèves de la maternelle de faire une dissertation de coup d'État. Mais qui est cet individu censé qui va vous laisser le pouvoir? Vous allez être militaire et vous allez... vous savez ce que c'est que le pouvoir? Le pouvoir, ça foudroie. C'est une énergie. Mais quand votre copain devient président, d'un instant à l'autre, mais vous le méconnaissez. Et c'est normal parce que c'est une énergie qui vous habite. C'est le père de tous les Béninois. Ouais, il réunit. C'est un vaudou, le président de la République. Et donc, vous imaginez que lui, il dit, la version qu'il sert, il dit qu'il sera président, il va gérer le pays, et après, il va organiser les élections, et il va s'arranger, il va organiser les élections. C'est pas qu'il va démissionner, et quelqu'un d'autre, le prétendu bénéficiaire, va prendre. Lui, il va organiser les élections, les gens vont venir, et c'est au bout de ce scénario que M. Bokor serait président de la République, au nom de Dieu. C'est un sens. Et on va lui remettre 1,5 milliard. Pour ça, ça dit, toi tu seras président et tu vas encore prendre de l'argent. Mais comment, oui. Alors qu'on sait que quand vous devenez président, mais 1,5 milliard c'est pour manger à l'eau. Et donc, tu seras... Non. Et quand vous parlez c'est-à-dire, vous parlez d'innocence, non, on n'a même pas besoin de... Vous prenez même les éléments à charge. Et donc, ce dossier, en principe, c'est un dossier qui ne devait aboutir à nulle part. C'est un dossier, et je l'ai dit, qui devait aboutir à un non-lieu. Et puis, on libère les gens, et puis on se fatigue. Mais Olivier Bokor dit quoi de tout ça? Un plan pour lui, normalement, qu'est-ce qu'il dit de tout ça? Mais c'est eux qui disent que c'est pour lui. Et quand vous voyez comment, en fait, on est des êtres humains. Le droit, c'est une science. Ce n'est pas un truc, c'est pas un chaos. C'est une science, ça, sa logique. Et la raison, nous avons la raison. Et donc, les experts, les êtres humains apprécient les choses à partir de la raison. Et quand vous sortez un truc qui ne concorde pas, on dit, vous venez d'où? Vous êtes ici avec nous? C'est ce que votre client dit? Non, mais vous savez, il se retrouve dans une situation, et ce n'est pas la première fois que des gens innocents soient accusés. Ce n'est pas la première fois, je ne vais pas vous faire l'affront de vous dire, dans l'histoire de notre pays, dans l'histoire judiciaire, partout dans le monde, il y a des gens qu'on acquitte. Il y a des gens aux États-Unis qui font des dizaines d'années de prison, et on découvre après qu'ils sont innocents. Et donc, il ne suffit pas qu'on vous accuse. C'est peut-être son destin. Il se retrouve devant une situation où, qu'est-ce que j'ai fait pour être ici? Il ne sait pas. Il se retrouve pas du tout dans tout ce plan-là ficelé. Mais comment, vous savez, comme je le martèle, pour qu'on puisse lui-même poser des questions, de savoir est-ce que tu es dedans, il faut prendre d'abord les éléments de ceux qui disent qu'il est dedans. Vous voyez, si vous n'arrivez pas à franchir cette étape, et vous voyez qu'on vous présente des trucs qu'aucune raison humaine, le minimum, l'individu moyennement intelligent, même l'abruti, quand il prend, ça ne répond à rien. Et un coup d'État, vous avez un seul militaire. Un seul militaire. Mais lui, il va faire, et on va te remettre beaucoup. Non, s'il vous plaît. Et je vous l'ai dit. Oui. Je vous l'ai dit. Ça dit que c'est des choses de la vie qui peuvent arriver. Si demain, je crois que on vous dit, ah, Madame Mouyo a dit un truc, ah, et tout. Mais ça ne fait pas de vous un coupable. On va faire la procédure. Et il faut finir. Et c'est d'ailleurs pourquoi le droit a prévu plusieurs degrés de juridiction. Sinon, les premières décisions ne seraient susceptibles d'aucun recours. Et donc, et je l'ai dit, ce qui importe dans ce dossier, c'est les éléments qui sont mis en charge. Et donc, c'est une affaire qu'il faut rapidement clore, libérer les gens pour que le pays retrouve sa sérénité. Voilà, en termes de mot de fin, je ne sais pas si c'est le vôtre, mais Maître Agosso, votre message de fin. Je vais abonder dans le même sens. Il y a certaines préoccupations que vous avez exprimées, sur lesquelles je ne me suis pas étendu, espérant qu'on aura l'occasion, après le procès, de revenir là-dessus. Mais cette intervention, c'est pour que, dans le milieu judiciaire, la sérénité puisse nous habiter, en fait. Comme il l'a dit, si les accusés, désormais,
sont coupables, même si on laisse le système se déployer normalement, ou c'est plutôt quand on laissera le système se déployer normalement, les procédures suivent leur cours normalement, ce n'est que ainsi qu'on peut, aux yeux de tout le monde, établir la culpabilité au sens de... Mais lorsqu'il y a des entorses à la procédure, on ne permet pas de retenir au bout du compte que la décision qui a été rendue est juste pour les intéressés. Donc s'il y a un vœu à formuler, c'est que ces errements que nous avons malheureusement commis jusque-là puissent à un moment cesser. Mon confrère l'a dit, ce que nous disons, nous le disons pour ce procès, mais nous l'avions dit pour d'autres procès. Et si c'est nécessaire, nous continuerons à le dire pour les procès à venir. L'observance des règles de procédure, c'est le salut de tous ceux qui un jour passeront par la justice. Et c'est cette observance que nous voudrions souhaiter de tous nos voeux à partir du 21 quand le procès va commencer. Si on peut déjà avoir ça, ça vous permettra à vous aussi de vous faire une opinion de l'issue du procès. Ça vous permettra d'apprécier les arguments des uns et des autres sereinement. Déjà qu'on vous permette à vous, journalistes, de rentrer dans la salle. Qu'on ne nous trouve pas une salle exiguë, qu'on trouve une salle qui permette à tout le monde de venir, d'assister, de se faire son opinion. Et bon, après le procès, on pourrait peut-être revenir et certaines de vos préoccupations, on les abandonne. Maître Ayodele, oui, alors, ce que je voudrais dire, c'est que, vous savez, nous sommes dans un dossier assez particulier. Vous l'aviez dit tout à l'heure, vous avez parlé de l'amitié du chef de l'État avec M. Bokor. Je ne suis pas sûr que le chef de l'État doit bien se porter. Parce qu'il n'est pas facile pour un être humain de voir son ami dans une situation comme ça, même s'ils ne sont plus des amis. Vous savez, même si le feu s'éteint et il reste des étincelles, l'embrasement est toujours possible. Lorsque vous avez un cœur, je parie que le chef de l'État a un cœur, il n'y a pas de doute, et lorsque vous avez un cœur et que vous vivez la situation actuelle, ça ne doit pas être une très bonne situation pour lui. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que, à tout point de vue, il faut que la justice soit le dernier rempart. Vous savez, lorsque quelqu'un se plaint, les avocats par exemple, lorsque nous défendons des gens qui ont commis des crimes de sang et qu'il y a eu de morts, lorsque nous venons à l'audience, nous rendons d'abord hommage à ceux qui sont partis et nous avons un œil, un sentiment ou un mot pour les victimes. Alors, c'est pour vous dire quoi? Lorsque quelqu'un se plaint, il a forcément de bonnes raisons de se plaindre. Mais, la justice, c'est l'équité. La justice, elle est sacrée. Il y a les Yoruba qui disent que Agbojo et Nikanda Oshika Agbani. C'est-à-dire que celui qui tranche à partir de la version du plaignant seul, c'est un mauvais juge. Et donc, à tout point de vue, il faut mettre les choses de façon objective dans la balance de la justice et il faut trancher avec sérénité. Parce qu'aujourd'hui, vous jugez, demain, vous pouvez être jugé. Et ce que vous faites pour vous-même, vous le faites également pour la République. Et ce que vous faites pour la République, vous le faites également pour vous-même. Parce qu'un jour, vous passerez par là. Pour la postérité. Voilà. Merci, Maître Ayodele Aonou. Merci, Maître Carlos Agossou. Je rappelle que, respectivement, vous représentiez Olivier Bokor et Oswald Omeki. Vous êtes membres des collèges d'avocats assurant leur défense. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Pour refléter au mieux notre engagement envers les communautés au Bénin, en Afrique et dans le monde, votre plateforme média Reporter Bénin Monde embrasse une plus large vision et devient Reporter Média Monde.
Nous sommes le trait d'union entre les communautés et les gouvernants. Suivez-nous via notre site www.reportermediamonde.com et en vous abonnant à nos différentes pages sur les réseaux sociaux. Reporter Média Monde. Nous faisons de votre information l'actualité du moment.